plus de 800 millions de personnes dans le monde vivent dans une extrême pauvreté et ne mangent pas à leur faim. En Afrique subsaharienne, près d'un quart de la population est à la limite du minimum vital, et ce, malgré l'aide publique au développement des pays industrialisés. Aujourd'hui, on mise de plus en plus sur le secteur privé pour lutter contre la pauvreté. La responsabilité s'est déplacée de la sphère publique à celle des entreprises et du marché. Les entreprises sont les nouveaux bons samaritains, les nouveaux paladins du développement dans la lutte contre la faim. Comme s'il suffisait de claquer des doigts pour qu'ils accourent et nous sauvent tous. De plus en plus de banques et de grands groupes occidentaux s'engagent dans l'aide au développement avec le soutien du monde politique. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, les membres de l'ONU se sont donné pour objectif d'éliminer l'extrême pauvreté et la faim dans le monde d'ici 2030 avec l'aide du secteur privé. Nous soutenons des initiatives privées dans les pays en développement ou émergents. Nous tentons d'aider des investisseurs privés à investir dans l'agriculture en Afrique et à en tirer un profit raisonnable. Il s'agit d'atteindre un taux de rendement correct et de pouvoir dire à mes investisseurs « J'ai aussi amélioré les revenus des petits paysans en Afrique ». Le but est de concilier des objectifs de développement et des objectifs économiques. Mais ce nouveau type d'aide au développement peut-il fonctionner? Profite-t-il vraiment à ceux qui en ont besoin? Ne sert-il pas plutôt les intérêts des entreprises? Nous avons suivi 7 exemples de partenariats dans 3 pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, la Zambie et la Tanzanie. L'un d'eux est un projet modèle du gouvernement allemand. Le German Food Partnership. Ce partenariat allemand de l'alimentation est un projet commun du ministère de la Coopération économique et du Développement, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de 30 entreprises agroalimentaires. Les investisseurs ont réuni 80 millions d'euros. 1 800 000 euros sont affectés à un projet en faveur de la pomme de terre au Kenya. Au Kenya, un quart de la population est sous-alimentée, surtout dans les campagnes. C'est pour y remédier qu'est née cette initiative de la filière pomme de terre. L'idée ? Faire gagner de l'argent aux paysans qui la cultivent. Andrea Bam, la chargée de mission, vient s'informer de l'avancée du projet. Elle est employée par l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, la GIZ, et a rendez-vous avec la ministre de l'Agriculture du comté. Notre objectif principal avec ce projet à Nyandarua, c'est d'assurer la sécurité alimentaire et d'augmenter par ce biais les revenus des paysans. La GIZ nous a permis de progresser, notamment dans le domaine complexe des semences. Pour optimiser les rendements, les spécialistes allemands du développement travaillent avec une exploitation agricole semi-industrielle, Kissima Farm. Kissima Farm est l'un des rares acteurs du secteur agro-industriel au Kenya à produire des semences dans des conditions d'hygiène irréprochables. Avant d'entrer dans la serre, le chef de production s'essuie les pieds sur un tapis désinfectant. Les différentes variétés de pommes de terre sont fournies par des entreprises européennes. Nous reproduisons ici une variété commercialisée par une société hollandaise, la HZPC. Nous devons produire des semences saines et certifiées.
Les semences poussent sous film plastique, dans l'obscurité, et l'on vaporise leurs racines d'eau et de nutriments. Ici, pas un gramme de terre. Elle pourrait contenir des germes. Traditionnellement, les petits producteurs kényans gardent les plus petites pommes de terre de la récolte pour s'en servir comme semences la saison suivante. Celles-ci, plus saines, sont censées leur assurer un meilleur rendement. Au dire du semencier, la récolte peut jusqu'à doubler. Mais un sachet de ces semences coûte 25 €, inabordable pour un petit paysan. Seules les moyennes et grandes exploitations peuvent investir dans des semences certifiées. Au départ, nous cultivions 30 hectares de pommes de terre de semences. Nous en sommes déjà à 60 hectares. De plus en plus d'exploitations agricoles nous en achètent. Des semences saines pour doper le rendement. L'idée paraît bonne. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut les racheter chaque année. Donc être tributaire des géants de l'agroalimentaire comme Monsanto, Syngenta ou Bayer. Ce que dénonce l'agronome Nora McKeon, ex-collaboratrice de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ensemble, les 3 principaux leaders de la semence contrôlent près de 50% du marché. Ils font breveter leurs produits. C'est grâce à la loi sur la propriété intellectuelle, notamment, que les groupes ont pu concentrer leur pouvoir. Des voix critiques s'élèvent également au sein du Parlement allemand. Pour Nima Movassat, député de gauche, l'aide ne va pas à ceux qui en ont besoin. Le problème, c'est qu'on passe à côté des besoins. Ces variétés de pommes de terre ne correspondent pas aux besoins locaux, ni à ce que les petits paysans pourraient produire. Là encore, on vise surtout les grandes exploitations. Le German Food Partnership se positionne en fonction de la demande du marché. C'est pourquoi elle impose aux paysans non seulement d'utiliser des semences certifiées, mais aussi de cultiver de nouvelles variétés de pommes de terre propres à la transformation, en frites ou en chips par exemple. La ministre de l'Agriculture locale est emballée par le projet. La GIZ nous a permis de voir s'installer d'autres fournisseurs de semences dans la région, en particulier des semences d'importation. Et je peux vous dire que nous sommes très bien renseignés sur ce qui pousse bien et sur la demande du marché. Désormais, nous produisons en fonction des besoins spécifiques du marché. Cette nouvelle stratégie de positionnement en fonction du marché fut initiée par le ministère allemand de l'aide au développement. En Allemagne, en Europe, dans le monde, nous avons toutes les connaissances nécessaires pour accompagner ces pays dans leur développement. Pour la pomme de terre, par exemple, grâce aux nouvelles variétés, aux nouvelles méthodes de culture, à l'arrosage, à la formation, on peut doubler le rendement en 2 à 5 ans. Il y a énormément de savoir-faire en Afrique. Ça ne manque vraiment pas. Mais le ministre est convaincu qu'il faut appliquer le modèle de l'agriculture européenne en Afrique. Qu'il suffit de moderniser l'agriculture africaine, comme on l'a fait en Europe, pour régler les problèmes de pauvreté et de famine. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les agriculteurs kényans ont de moins bonnes récoltes que leurs collègues allemands. Pour l'experte d'Oxfam, ça tient surtout à la mauvaise qualité du sol. Mais au lieu de chercher à l'améliorer, le projet suggérera aux paysans d'utiliser des variétés importées. Les semences saines évitent effectivement aux maladies endémiques de la pomme de terre de se répandre. Mais pour Marita Wigertal, elles sont une menace de nouvelles maladies plus dangereuses encore.
En important ces variétés d'Europe, on court le risque d'introduire des formes plus agressives du mildiou dans le pays. Et d'autre part, ces variétés résistent moins bien aux maladies, donc nécessitent davantage de pesticides. Des méthodes de culture agroécologique n'ont absolument pas été prises en compte. On ne les a même pas proposées aux agriculteurs comme alternative. Oxfam a évidemment lancé une campagne en Allemagne contre le GFP, le German Food Partnership. Son point de vue est un point de vue parmi d'autres, bien sûr. Mais prétendre qu'en important ces nouvelles variétés, on importe aussi le mildiou, c'est un peu fausser les choses, dans la mesure où le vrai problème, c'est la qualité des plants. S'il s'agissait vraiment d'améliorer la qualité des plants, cela pourrait se faire avec des variétés africaines. Mais les entreprises allemandes n'auraient rien à y gagner. Tout ce qui intéresse les grands groupes, c'est le volume de la récolte et sa valeur économique. Leur unité de mesure, c'est le rendement par plant. Et ça nécessite le recours à des intrants extrêmement coûteux. Ces intrants sont avant tout des engrais chimiques et des pesticides sans lesquels ces variétés importées à fort rendement ne peuvent pas pousser. Le problème, les agriculteurs sont souvent obligés de s'endetter pour les acheter. L'agence allemande d'aide au développement, la GIZ, a sélectionné une agricultrice pour nous montrer à quel point le projet pomme de terre fonctionnait bien. Sauf que Florence Chinotti n'est pas touchée par la pauvreté. L'agriculture n'est qu'une activité annexe pour cette enseignante à la retraite et elle peut y investir un peu d'argent. Quand on vend une partie de sa récolte, on peut se permettre d'acheter des insecticides et des engrais. Quand vous avez peu à investir et beaucoup de rendement, vous tirez un bénéfice. Florence Chinotti vend ses pommes de terre à un fabricant de frites de Nairobi. Utiliser l'aide au développement pour amener les Kenyans à produire des marchandises destinées à la restauration rapide et prétendre ainsi lutter contre la malnutrition et la faim, voilà qui paraît pour le moins absurde. C'est en revanche un excellent moyen de se faire de l'argent. Le semencier Bayer Crop Science trouve sa participation au German Food Partnership parfaitement justifiée. Nous pensons que l'amélioration des conditions de vie et surtout des possibilités de revenus des agriculteurs est l'un des moteurs essentiels au développement d'un marché agricole. Mais contrairement à l'enseignante retraitée Florence Chinotti, la plupart des petits paysans n'ont pas les moyens d'investir dans des semences et des pesticides, même s'ils le souhaitent. Le géant de l'agroalimentaire Bayer reconnaît lui aussi que tous les petits producteurs n'en profitent pas. Les produits phytosanitaires et les semences sont des moyens de production. Le petit exploitant doit donc être en mesure d'intégrer ces moyens de production dans son budget. C'est la condition pour pouvoir s'intéresser à ces produits, à ces technologies. Il s'agit d'une évolution du marché, en effet. Le Kenya compte 800 000 producteurs de pommes de terre. Autant de clients potentiels que l'industrie agroalimentaire a tout intérêt à conquérir. Le rôle de Diana Gitonga est d'étendre l'éventail d'acheteurs du groupe Bayer en Afrique de l'Est. C'est un marché en pleine croissance qui se profile pour Bayer, avec de nombreuses chances à saisir. Un marché qui nous permet d'atteindre le petit producteur. C'est un client très important pour nous et il représente un segment d'activité majeur. Au final, là encore, ça va profiter aux grands groupes avant tout, aux géants de l'agroalimentaire, pas aux petits paysans sur place. On l'a compris, le German Food Partnership est plutôt utile à des gens comme Florence Chinotti, des fermiers éduqués et disposant de ressources. Car le GFP prône une agriculture à l'allemande, qui implique la rationalisation et la mécanisation du travail. La ministre de l'Agriculture du comté a d'ailleurs acheté cette récolteuse de pommes de terre à une entreprise membre du partenariat.
J'ai visité l'Allemagne avec le gouverneur. Nous avons apprécié les technologies utilisées par les Allemands pour la culture de la pomme de terre. Suite à ça, nous avons fait l'acquisition de machines agricoles qui ont beaucoup aidé la communauté. C'est une avancée considérable. Les agriculteurs peuvent désormais louer la récolteuse auprès du comté. Mais aide-t-elle vraiment les petits paysans? Rencontre avec Marie Vareke. Elle aussi nous a été recommandée par l'Agence d'aide au développement. Cette machine a une force de travail qui n'est pas comparable avec celle de la main-d'œuvre humaine. Elle est bien plus rapide et bien moins chère. Je vais gagner plus, car je n'ai plus besoin d'employer autant de gens. Pour la récolte, Marie Vareke emploie une vingtaine de saisonniers en moyenne. Mais elle n'arrive pas à évaluer son bénéfice avec une main-d'œuvre réduite. Nous lui demandons combien elle paye la location de la machine. Je ne sais pas. Nous découvrons alors que le tracteur n'est là que pour la caméra. En réalité, l'agricultrice ne s'en sert jamais. Difficile de croire que dans le cadre d'un projet d'aide au développement, une entreprise allemande puisse vendre des machines agricoles que personne ici n'a les moyens d'utiliser. L'Agence d'aide au développement est chargée par le gouvernement d'améliorer les revenus des agriculteurs. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de leur montrer les nouveautés. Ce que nous avons fait. Avec grand succès dans certains cas, moins dans d'autres. Après, c'est aux agriculteurs eux-mêmes de décider ce qu'ils prennent ou pas. Nous n'avons pas d'influence là-dessus. L'aide au développement présentée simplement comme une offre faite aux paysans africains. Intéressant. Mais les solutions proposées sont manifestement dictées par les intérêts commerciaux des entreprises. Résultat, elles ne sont pas adaptées aux petits exploitants comme Marie Vareke. Mais elles sont adaptées à des gens comme Florence Chinotti, qui ne souffrent ni de la pauvreté ni de la faim et n'auraient pas besoin de l'aide du BMZ, le ministère allemand de la coopération économique et du développement. L'objectif du BMZ avec ce projet était de réduire la pauvreté, d'assurer la sécurité alimentaire et de favoriser une production respectueuse de l'environnement. Je n'ai pas l'impression que ce projet contribue vraiment à atteindre ces objectifs. On trouve d'autres partenariats public-privé à Nairobi, la capitale du Kenya. Par exemple, cette entreprise financée par l'AFD, l'Agence française de développement. Proparco, filiale de l'AFD, a investi dans un fonds avec d'autres banques de développement européennes. Ce fonds s'élève à 45 millions d'euros au total, dont 2 ont été attribués à European Foods Africa, une entreprise de Nairobi. En principe, les banques de développement comme Proparco ont vocation à combattre la pauvreté et la faim. Mais ici, elles mélangent aide publique au développement et capitaux privés, qu'elles placent dans un objectif d'optimisation de rendement. L'entreprise kenyane European Foods Africa commercialise des pizzas surgelées de la marque Dr Oetker, qu'elle importe d'Allemagne. Avec l'argent du fonds, l'entreprise s'est offert des chambres froides modernes. Son propriétaire est un Allemand qui vit à Nairobi. Stefan Belzer, c'est son nom, a eu l'idée il y a 6 ans de vendre des pizzas surgelées allemandes au Kenya. Ces chambres froides sont toutes neuves. Elles viennent d'Allemagne. Elles sont très bien isolées. Les températures descendent jusqu'à moins 21 degrés, la température idéale pour les produits surgelés, comme les fruits ou les pizzas. Aujourd'hui, Stefan Belzer importe ses fruits et pizzas surgelés en grande quantité. Et entre Bielefeld en Allemagne et Nairobi, la route est longue. Nous stockons essentiellement des pizzas ici. Elles arrivent par container. Il y en a jusqu'à 12 000 à l'intérieur.
Nous en avons tout un assortiment. Actuellement, nous livrons nos pizzas à plusieurs supermarchés et épiceries. Et évidemment, l'un des objectifs de l'entreprise est de trouver davantage de débouchés pour faire plus de livraisons. L'objectif de l'investisseur, c'est clairement que Stefan Belzer se développe. Utiliser les fonds de l'aide au développement pour promouvoir la commercialisation à grands frais de plats surgelés? Un défi au bon sens. En général, la marchandise arrive à Mombasa, qui a un climat tropical. Mais nous envoyons toujours un de nos collaborateurs contrôler tout le processus, du chargement à Mombasa jusqu'au déchargement à Nairobi. Il faut s'assurer que tout se passe dans les règles et qu'il n'y ait jamais de rupture de la chaîne du froid. Sinon, toute la marchandise serait fichue. À Nairobi aussi, de plus en plus de clients ont recours aux plats cuisinés. Mais seuls les clients de la classe supérieure peuvent s'offrir une pizza de cette marque. La pizza surgelée est effectivement très chère ici par rapport à leur prix de vente en Allemagne. Elle coûte l'équivalent de 7,80 €, alors qu'en Allemagne, c'est entre 2,50 € et 3 €, je crois. Les 2 millions d'euros d'aide au développement ne financent donc pas la production locale, mais l'importation de produits européens. L'objectif de Fanisi, notre groupe d'investissement, c'est d'attirer l'attention d'autres entreprises internationales, qu'elles nous rejoignent pour distribuer leurs produits surgelés par notre intermédiaire et utilisent notre chaîne de stockage et de distribution. Finalement, on ne favorise pas le développement de l'économie sur place, mais celui d'entreprises allemandes ou européennes. Ça sert à promouvoir le commerce extérieur. Pour moi, l'aide au développement doit servir à lutter contre la pauvreté, à consolider les structures de l'État, à améliorer le système de santé, le système éducatif sur place. Mais en réalité, elle sert de plus en plus à promouvoir le commerce extérieur. European Foods Africa prévoit de s'étendre au Soudan, en Ouganda et en Tanzanie. Car là-bas aussi, il y a une classe aisée. Stefan Belzer a tout de même créé une trentaine d'emplois. Son entreprise vend également des fruits rouges, des gâteaux et des tartes, ce qui représente une consommation d'énergie colossale. Pas très écolo tout ça. D'autant plus qu'une bonne partie pourrait être fabriquée sur place, en Afrique. Combattre la sous-alimentation avec des pizzas et des tartes à la crème surgelée? Nous voulions demander à Proparco si et comment le secteur privé pouvait contribuer à la lutte contre la faim. Mais au siège, à Paris, on dit ne pas pouvoir nous accorder d'interview. Le groupe affirme n'en donner aucune actuellement. En Zambie, un autre projet vise à connecter les petits producteurs africains au marché mondial. La Zambie est 4e sur la liste des pays les plus pauvres de la planète. L'espérance de vie y est de 52 ans en moyenne. Dans plusieurs régions de Zambie, de petits paysans cultivent le coton. C'est ce que l'on appelle des cultures commerciales, des produits qu'ils ne consomment pas eux-mêmes, mais vendent. Un projet africain entend améliorer leur productivité. Son nom, la Compassi. Les sponsors de la Compassi sont 20 sociétés cotonnières, des fondations et le ministère allemand de l'aide au développement. La Compassi collabore avec 800 000 petits paysans dans 11 pays d'Afrique au total. La Compassi ne se limite pas à une offre, contrairement au partenariat de German Food Partnership. Car ces petits producteurs travaillent déjà avec les entreprises cotonnières. Une partie des champs de coton se trouve à 2 heures de route de Lusaka, la capitale zambienne. Wolfgang Bertonbreiter, de l'agence allemande de développement GIZ, dirige le projet. Pour lui, les partenariats publics-privés sont la solution. Ici, en Zambie, par exemple, l'infrastructure publique en matière de conseil est quasi inexistante actuellement. Ça a motivé la décision de coopérer avec le secteur privé pour travailler avec des structures existantes que l'on peut aménager. Ils ne veulent pas établir de véritables structures étatiques, en fait.
Or, on sait d'expérience que ces structures sont essentielles pour combattre vraiment la pauvreté et permettre le développement. La Compassi forme les producteurs de coton à la culture et à la gestion. Mais les formations ne sont pas délivrées par des établissements publics indépendants. Les formateurs sont fournis par les multinationales, celles-là même qui achètent le coton aux producteurs et leur vendent engrais et pesticides. Dans ces écoles de professionnalisation, les Farmer Business Schools, les paysans sont censés apprendre en quelques jours à agir en entrepreneurs. En temps normal, les banques ne leur permettent même pas d'ouvrir un compte courant. Est-il bien utile alors de leur apprendre la différence entre compte courant, compte professionnel et compte épargne? Les petits producteurs ne peuvent pas solliciter directement l'aide de la Compassi. Seules les grandes entreprises participantes, comme le groupe agroalimentaire sud-africain NWK, reçoivent des fonds pour former les agriculteurs. Dans ces conditions, le contenu des formations n'est-il pas dicté par les intérêts des entreprises? Le représentant de NWK n'y voit aucune contradiction. L'entreprise a tout à gagner à avoir de petits exploitants productifs. Ainsi, notre entreprise obtient les quantités dont elle a besoin et les agriculteurs, les revenus dont ils ont besoin. C'est un exemple parfait de partenariat public-privé. Ce projet est une grande réussite. Grâce à lui, 800 000 petits producteurs de la filière coton voient désormais leurs revenus augmenter. Cela va jusqu'à 50%. Plutôt 30 à 40% d'après les partenaires, mais c'est déjà ça. Ce que le ministre ne dit pas, en revanche, c'est que leurs revenus s'effondreront le jour où le cours mondial du coton plongera à nouveau. Pour la spécialiste Nora McKeon, cette stratégie du partenariat public-privé est extrêmement risquée. Si l'on se concentre sur les entreprises plutôt que sur les petits exploitants, ça veut dire qu'on se focalise sur ceux qui sont simplement là pour vendre des produits à ces petits exploitants. Et ça, au lieu de s'intéresser à la façon dont les paysans eux-mêmes aimeraient être aidés, pour pouvoir améliorer leur travail, leur culture et leurs débouchés. Si ce ne sont pas les petits paysans, mais les entreprises qui perçoivent les aides, elles peuvent aussi donner le ton. Et en effet, pour tirer le maximum de leurs champs, les petits producteurs doivent utiliser les engrais et pesticides que ces mêmes entreprises leur vendent. Des produits chimiques que la plupart vaporisent sans se protéger, car on ne leur propose généralement pas de vêtements de protection. Nous leur recommandons de porter des vêtements de protection et nous en fournissons à certains fermiers triés sur le volet. Mais nous travaillons avec 120 000 paysans, vous savez. Nous ne pouvons pas acheter un équipement de protection pour chacun. Au moins, on essaie de les informer. Nous cherchons à entrer en contact avec des fermiers participant à la formation de la Compassi. NWK nous présente une agricultrice modèle. On lui pose vite un masque, pour la caméra. On a appris beaucoup de choses. On sait même faire un budget maintenant. Avant, on savait juste cultiver le coton. C'était de l'agriculture traditionnelle, comme nos parents nous l'avaient apprise. Maintenant, on sait que l'agriculture est un business. Ça nous a transformés. Avec ce système, les producteurs de coton ont amélioré leur rendement. C'est indéniable. Le seul hic est la dépendance à laquelle ils s'exposent. Car c'est la même entreprise, NWK, qui leur vend des engrais et des pesticides, leur accorde des prêts pour acquérir des tracteurs et leur achète leurs récoltes. Que se passe-t-il si le cours mondial du coton est à la baisse et que les producteurs ne peuvent plus rembourser leurs emprunts? Nous sommes entièrement dépendants de NWK pour vivre. Il faut travailler dur pour rembourser nos emprunts et pour qu'ils nous en accordent d'autres. On ne veut pas décevoir l'entreprise.
Les producteurs de coton risquent de tomber dans le cercle infernal de l'endettement. Et puis, l'agriculture n'est pas qu'un business. Il s'agit aussi de préserver la biodiversité et la fertilité du sol. Des valeurs peu compatibles avec un projet commercial. Certains disent, nous pouvons aider les petits producteurs à se connecter à notre chaîne de valeur. Tout le monde sera gagnant, car leurs méthodes sont encore très archaïques, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons leur apporter notre expertise, nos moyens de production et notre capital. Ainsi, ils pourront rallier la marche vers la modernité et la production ascendante. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça, généralement. Les banques européennes de développement ambitionnent d'améliorer les conditions de vie dans le monde, en particulier dans les régions isolées, via de grands projets. Depuis peu, elles investissent aussi directement dans des entreprises privées. Par exemple dans le nord-est de la Zambie, où une immense palmeraie est en train de voir le jour sur 20 000 hectares de terre. Un océan de palmiers à huile. Le moulin utilisé pour extraire l'huile de palme est exploité par le plus grand groupe alimentaire de Zambie, l'entreprise Zambif. L'entreprise a reçu 35 millions d'euros de la part de plusieurs banques de développement européennes. La première d'entre elles est la Société allemande pour le développement, la DEG, une filiale de la banque KfW. C'est avec une partie de cette somme que Zambif a fondé sa filiale Zampalm. Zampalm est axé sur le palmier. Actuellement, nous produisons de l'huile de palme pour l'alimentation. Zampalm est né en 2008. Fin 2008, nous avions notre première pépinière et en 2009, nous avons tenté le repiquage des jeunes palmiers. La plantation a connu de grosses difficultés au départ. Un consultant s'était trompé dans le choix de la variété à planter. Puis le sol s'est avéré trop humide pour les palmiers à huile. Zampalm a alors abaissé le niveau de la nappe phréatique d'1,20 mètre. Des réajustements au coût très élevés que la société a couverts grâce aux prêts de la DEG, la Société allemande pour le développement. Pourquoi la DEG investit-elle dans un projet aussi aléatoire ? Cela fait des années que nous investissons dans l'entreprise Zambif, qui est une entreprise majeure du secteur agroalimentaire zambien. Elle contribue à la sécurité et à l'approvisionnement du pays en matière d'alimentation. Et dans cette région plutôt excentrée, elle génère une possibilité d'emploi pour la population locale. Au moment de la récolte, Zambif emploie 600 personnes à la plantation. Mais 140 seulement ont des contrats à durée indéterminée. Tous les autres sont des travailleurs saisonniers. D'aucuns estiment qu'avec de telles sommes engagées, le retour sur investissement devrait être nettement supérieur en termes de développement. Chaque fois qu'on interroge la DEG sur les projets, on nous répond que c'est un formidable exemple d'aide au développement et on ne prend pas la peine d'examiner nos critiques. Le rôle de la DEG a déjà fait l'objet de nombreuses questions au sein du Bundestag. 27 organisations ont déposé une pétition. Elles exigent que la DEG ait un devoir d'information sur ses participations et crédits. Le problème de fond, c'est que la DEG est une boîte noire. Nous ignorons ce qu'elle fait, car elle ne publie jamais rien. Elle n'est pas tenue de rendre des comptes. Nous ne sommes informés de ses activités que par des ONG ou des journalistes qui font des recherches sur place, ou des personnes concernées qui s'expriment. C'est comme ça que nous savons qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond dans les projets de la DEG. Depuis le 1er janvier 2015, la DEG publie sur son site les investissements qu'elle réalise avec ses clients. C'est une première source d'information sur ces investissements. Or, Zampalm n'apparaît à aucun moment sur le site de la DEG. Selon les recherches menées par l'ONG FIAN, 10 millions ont été investis dans le projet.
ce que la DEG finit par confirmer à notre demande. Mais le flou demeure quant aux normes sociales et environnementales appliquées par Zampalm. Le prêt accordé est très contesté aussi d'un point de vue écologique. Comme nous l'explique fièrement le directeur de la ferme, 430 000 palmiers à huile ont été plantés dans le marécage. Vous voyez tous ces champs. Il n'y avait pas un seul arbre ici avant. C'était une simple plaine avant qu'on y plante nos arbres. Pour savoir combien il y en a, il suffit de multiplier la surface, 3000 hectares, par 143 en moyenne. Et chaque année, en décembre, il en fera planter d'autres encore, jusqu'à ce que les 20 000 hectares de terre soient couverts. Or, l'assèchement des marécages libère des quantités astronomiques de CO2 et influe sur le climat. Mais il n'y a pas qu'au plan écologique que la plantation fait débat. Les prêts de la DEG servent à aider d'énormes palmeraies. En plus, on reproche aux exploitants d'avoir expulsé des habitants et de ne pas avoir tenu certaines promesses, comme de construire des écoles, des dispensaires. Avant, 45 familles vivaient ici, au bord du lac. Zampalm les a relogées, c'est le terme officiel, pour y installer sa plantation. Devant la caméra, les anciens du village sont assez réservés dans un premier temps. Ce que je peux vous dire, c'est que quand Zampalm est arrivé, nous nous sommes réunis avec le chef du village pour discuter et voir si nous étions tous d'accord pour que Zampalm s'installe ici. Nous avons dit oui dans l'espoir que notre situation s'améliore. Le chef Kopa, qui attribue officiellement les terres, y a gagné un tracteur. Mais les habitants attendent toujours que Zampalm honore ses engagements. La construction du dispensaire promis il y a 8 ans déjà, mais aussi un poste de police et une école. Les premières réticences surmontées, les anciens formulent leur mécontentement. Ils n'ont jamais bâti la nouvelle école. Nous devons nous contenter de la vieille école communale. On la voit d'ici. Rien de tout ce que Zampalm nous avait promis n'a encore été construit. Ni la nouvelle école, ni le dispensaire, ni le poste de police. Le responsable de la plantation confirme le projet de construction d'un dispensaire et d'une école, mais refuse d'en parler devant la caméra. Pas d'interview non plus pour la direction de Zambif, qui nous assure qu'elle répondra à nos questions par écrit dès qu'elle aura réuni toutes les informations. Nous attendons toujours. Et qu'en pense le prêteur, la DEG de Cologne? À notre connaissance, aucune promesse n'a été faite. C'est toujours la même question qui se pose. Dans quelle mesure une entreprise qui verse déjà des impôts à un État devrait-elle, en plus, investir dans l'infrastructure sociale? On voudrait vraiment voir les choses bouger avant de mourir. Surtout nous trois. C'est important pour nous de voir ça de notre vivant. D'être sûr que nos enfants pourront progresser, que nous leur laisserons quelque chose. Les entreprises ne sont pas tenues de construire des hôpitaux ou des écoles. Mais dans les régions économiquement défavorisées comme celle-là, elles le promettent souvent pour pouvoir avoir accès aux terres. Zampalm n'est pas la seule ferme exploitée par Zambif. Le groupe gère une autre entreprise agricole de 10 000 hectares dans le nord-ouest du pays. Le village de Mimbolo se trouve tout près de là. Et cela fait 10 ans qu'un conflit territorial couve ici. Car la société à la tête de l'exploitation avant l'arrivée de Zambif a expulsé 50 familles. Mais aujourd'hui, c'est Zambif qui a l'entière responsabilité juridique. Nous allons interroger les personnes concernées, des familles qui vivaient bien dans leur petite ferme avant d'être expulsées. Avant, on cultivait des oranges, des mangues, des bananes, un tas de choses. On en vendait même à d'autres villages. Mais en 2005, les gens de la plantation sont arrivés avec la police. Et ils ont brûlé nos maisons.
Les villageois se sont rebellés. Lors d'une marche de protestation, le grillage de la plantation a été endommagé. Frances Kamanda et un voisin ont été arrêtés et ils sont restés 10 jours entre les mains de la police. Dans un premier temps, ils devaient être condamnés à 5 ans de prison. À la suite de l'intervention du président zambien en personne, ils ont été relâchés, mais condamnés à une amende de l'équivalent de 7 000 € pour les dégâts sur la clôture. Nous souffrons. Nous n'avons pas de quoi nourrir nos enfants. Ça ne suffit pas pour vivre. C'est pour ça que je reste ici. On a faim. Nous devons récupérer ces terres. Nous n'avons nulle part où aller pour faire pousser quelque chose. Nous attendons qu'ils nous rendent nos terres. Il y a eu par le passé un moment où l'on avait accordé à la population sur place le droit d'accéder à cette terre et de la cultiver. Et comme dans ce cas concret, il s'agissait de terres appartenant au gouvernement, il était tout à fait légitime que Zambif obtienne cette ferme et la concession. La communauté villageoise a déjà saisi la Cour suprême en 2004 et elle avait obtenu gain de cause. Mais l'entreprise a fait appel et gagné le procès. Selon les termes de la Constitution, c'est effectivement aux paysans qu'il revient de cultiver ces terres. Mais le gouvernement les a vendues quand même. Les familles sont dans une situation critique. Plusieurs villageois n'ont pas supporté ces années d'attente avant qu'une décision soit prise. Selon les anciens, 11 personnes se sont donné la mort depuis. Nous étions 52 en tout, mais 11 nous ont quittés. Si la situation a conduit ces 11 personnes à se donner la mort, c'est triste en effet. Mais il y a suffisamment de terres dans la région et le pays a suffisamment de possibilités de développement pour que les petits producteurs, eux aussi, aient d'autres solutions que de revendiquer des droits sur des terres dont la Cour suprême a statué qu'elles étaient à la disposition de l'entreprise. Mais les habitants de Mimbolo ne peuvent pas se rabattre sur d'autres terres. La plantation occupe tous les sols fertiles et les autres surfaces à la périphérie sont toutes boisées. De plus, le défrichage est très pénible et très cher. Autrement dit, l'aide au développement, censée combattre la faim et la pauvreté, n'a fait qu'aggraver la situation. Les villageois placent désormais tous leurs espoirs dans le nouveau responsable du district. Nous sommes encore en négociation avec les entreprises. Nous voulons qu'elles cèdent au moins une partie des terres qu'elles n'utilisent pas pour que les gens d'ici puissent y cultiver de quoi se nourrir. Où iront-ils si nous les chassons ? Nous devons parvenir à une situation qui profite à tout le monde. On part du principe que les partenariats publics-privés sont avantageux pour les deux parties. Il faut investir des fonds publics, oui, mais les entreprises font un peu de bénéfices. Et les petits producteurs gagnent en efficacité. Donc, tout le monde sera gagnant. En réalité, rien ne le prouve. En fait, les habitants de Mimbolo sont lésés dans cet investissement. Ailleurs aussi, généralement, les prêts accordés par les banques de développement européennes ne font que renforcer ceux qui ont déjà les reins solides. Depuis peu, un fonds d'investissement coté en bourse prétend lui aussi combattre la faim et la pauvreté. Le Fonds d'investissement africain pour l'agriculture et le commerce, l'AATIF. Le ministère allemand du développement y a fait la plus grosse contribution, 45 millions d'euros de fonds publics. À cela s'ajoutent 20 millions de la banque allemande KfW et 20 millions de la Deutsche Bank. Le fonds s'élève actuellement à 125 millions d'euros. En Zambie, la ATIF a investi près de 9 millions d'euros dans la société Chobe Agrivision. L'une des fermes qu'elle exploite se trouve en Zambie centrale. C'est l'une des plus grosses du pays. Dans sa brochure, le fonds AATIF se targue d'avoir augmenté les revenus de la population et amélioré ainsi la sécurité alimentaire.
l'argent a servi à aménager une vaste plantation de soja. Mais cette zone n'était pas inoccupée non plus. Un certain nombre d'agriculteurs ont été déplacés et la forêt, qui couvrait la plus grande partie des terres, a été défrichée. Derrière moi, sur la droite, vous avez un exemple de la brousse naturelle qui se trouvait ici avant. Nous avons dû déboiser pour aménager ces champs de soja. Avant de pouvoir planter quelque chose ici, on a dû débourser dans les 2600 € par hectare. Au coût du défrichage, il faut ajouter 5300 € par hectare pour les dispositifs d'arrosage, les tuyaux, les câbles électriques et les voies d'accès. L'entreprise a pu ainsi multiplier la surface agricole irrigable par 7. Ici, en Zambie, il est possible de faire 2 récoltes par an, mais uniquement à condition de stocker l'eau à la saison des pluies, afin d'avoir de quoi arroser les champs à la saison sèche. C'est pourquoi l'entreprise a construit un grand barrage et une station de pompage. Mais quel est l'avantage pour la population ? Combien d'emplois ont-ils été créés avec ces 9 millions d'euros ? Nous exploitons la ferme avec une main-d'œuvre de 147 personnes, dont 54 seulement pour exploiter nos 2800 hectares de champs. Nous sommes très mécanisés. Nous employons beaucoup moins de main-d'œuvre que pour la culture d'autres produits agricoles. De ce fait, la part de la main-d'œuvre dans le coût total est insignifiante comparée à celle des herbicides, des engrais et de l'eau. Le président du conseil d'administration du fonds d'investissement, Thomas Douve, se réjouit de ce succès. Il faut dire que ces 130 ou 140 emplois sont vraiment pérennes. C'est une entreprise stable. Les gens y gagnent de l'argent et relancent l'économie locale. Mais la plantation de soja comme moteur de l'économie locale n'est pas un argument qui tient vraiment la route. Sa création aurait dû générer 1600 emplois ici. On en est loin. Malgré tout, les partenaires allemands du fonds sont convaincus d'améliorer les revenus de la population locale via leurs investissements et de contribuer ainsi à combattre la pauvreté et la malnutrition. Le fonds AATIF se dit très apprécié des institutions religieuses et des ordres et caisses de retraite chrétiens qui ont à cœur de placer rentablement les retraites de leur clergé. Mais il refuse de nous donner les noms de ces institutions sous couvert de secret bancaire. D'autres investisseurs encore sont inconnus. Et le lieu d'implantation du fonds pose également question. Il siège au Luxembourg et le gouvernement allemand a répondu très franchement à ma demande. C'est parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices là-bas. Intéressant en plein scandale des Panama Papers. Ils y vont pour ne pas être imposés. Le Luxembourg est un paradis fiscal. Mais le ministre allemand du Développement élude. Il n'y a pas de structure intermédiaire ni d'argent détourné. J'en réponds devant les contribuables allemands. Mais le fonds AATIF est coté à Luxembourg, par exemple. Je vais regarder ça de plus près et nous verrons si des modifications s'imposent. Le ministre du Développement ne connaît manifestement pas le fonds AATIF. Pourtant, 45 millions d'euros d'argent public y ont été injectés sous le mandat de son prédécesseur, Dirk Niebel. Et le Luxembourg n'est pas le seul paradis fiscal en cause. Chobe Agrivision appartient désormais à une société dont le siège officiel se trouve sur l'île Maurice, connue pour la souplesse de sa législation fiscale. La priorité pour chaque investissement, c'est que l'entreprise paie des impôts sur place. Comme le siège est à Maurice, ce n'est sûrement pas le cas. Donc ils essaient d'échapper au fisc. Pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés et du pays dans lequel il est dû, je ne peux pas vous répondre précisément. Si les impôts versés en Zambie sont très faibles, le pays ne pourra toujours pas financer de missions de service public.
Autre point particulièrement critique, la répartition des risques au sein du fonds AATIF. Le contribuable est le seul à supporter les pertes. En cas de bénéfice, l'investisseur privé s'en met plein les poches, car les bénéfices sont privatisés, les pertes socialisées. C'est le principe de l'AATIF. L'État allemand fait donc office d'amortisseur de risque pour une société qui aspire à devenir le premier fournisseur de soja, de maïs et de blé du sud de l'Afrique. Et la Deutsche Bank en profite aussi. Nous savons ce que nous faisons. Et là, ATIF a de l'avance en la matière avec ses 5 ans d'expérience et son solide portefeuille d'investissement. Et comme les premiers remboursements d'emprunts tombent cette année, de nouveaux moyens se libèrent pour de nouveaux investissements. Pour les sponsors, ça prouve que ce genre de partenariat fonctionne. Nous, contribuables, payons à l'avance pour que les grands groupes puissent faire des bénéfices dès le premier jour. Personnellement, je trouve ça inacceptable. Ce qu'occulte ce système de partenariat public-privé, c'est que les intérêts des entreprises et des petits producteurs ne coïncident absolument pas. L'aide au développement est-elle vraiment là pour aider les plus grosses sociétés du marché ? Des groupes agroalimentaires qui clôturent des surfaces gigantesques et privent de droits de passage les résidents. Chobe Agrivision a procédé de la même façon dans une autre ferme de l'ouest de la Zambie et déclenché ainsi un conflit avec la population locale. Il y a des gens qui vivent ici. Maintenant que l'entreprise a tout clôturé, ils n'ont plus accès à l'eau. Nous avons un conflit. L'accès à l'eau n'est pas le seul problème. L'accès au dispensaire le plus proche est impossible aussi. Il est bloqué par une clôture. Il y a quelques mois, une petite fille a été mordue par un serpent. 2 villageois ont voulu l'emmener au dispensaire de la ferme Somawe, mais on ne les a pas laissés passer. On n'a pas pu passer ici à cause du grillage. Du coup, on a fait le tour pour rejoindre la porte là-bas, mais le gardien a dit « Non, je ne vous laisse pas entrer. Il est déjà tard, l'infirmerie est fermée. » Moi, j'étais sûr que ce n'était pas le cas. C'était une urgence absolue. Le gardien est resté de marbre. Les hommes ont dû aller jusqu'à un autre dispensaire, plus éloigné. Leur trajet a duré 1h30. Beaucoup trop long. À leur arrivée, la fillette était déjà mourante. La ferme Somawe appartient à Chobe Agrivision, la société avec laquelle le fonds collabore. Juridiquement, l'entreprise n'est pas tenue de laisser entrer quelqu'un sur son territoire. Mais les financiers n'ont-ils pas une obligation morale ? Premièrement, je n'ai pas connaissance de ce décès. Deuxièmement, il est important que vous compreniez que la ferme Somawe n'est pas financée par l'AATIF. Ce n'est pas notre argent. Et troisièmement, d'après ce que j'ai compris, ce grillage était nécessaire pour délimiter la propriété et éviter les trop nombreuses incursions sur ce terrain privé qui nuisaient aux cultures. Les villageois se sentent réduits en esclavage. Ils souffrent de cette situation. La petite est décédée, juste à cause de ce grillage. S'ils nous laissaient au moins une petite porte, on pourrait arriver plus vite au dispensaire parce qu'il n'est pas si loin d'ici, au lieu de nous obliger à contourner le grillage et à faire de longues routes jusqu'à l'autre dispensaire. Ça a de lourdes conséquences pour nous. C'est comme ça que nous avons perdu l'une des nôtres. Cet exemple montre que des projets de développement public-privé comme celui-ci peuvent même nuire directement aux plus démunis. On sait que là où il n'y a pas d'hôpitaux, de dispensaires, d'écoles où les enfants peuvent apprendre des choses, et de routes construites par l'État, donc accessibles à tous, il n'y aura pas le moindre développement. L'État délaisse de plus en plus ses responsabilités. Même dans les pays en voie de développement, les missions de service public sont de plus en plus souvent reprises par des investisseurs privés. La Zambie, par exemple,
invite les entreprises à investir aussi bien dans des domaines comme la santé, l'infrastructure et l'énergie que dans l'agriculture. Pour cela, l'agence de développement public Zambian Development Agency mise sur les partenariats publics-privés. Non seulement elle offre des terres à de grandes entreprises agroalimentaires, mais elle accorde des allègements fiscaux aux investisseurs. Henry Sakala dirige cette agence gouvernementale. Pour les motiver, nous leur proposons par exemple d'importer les installations et les machines sans frais de douane. C'est une grosse économie s'ils peuvent importer les installations et construire les ateliers de production sans être taxés. Ils ont 5 ans pour ça. Et puis, ils peuvent rapatrier leurs dividendes chez eux sans être imposés, une fois qu'ils se sont acquittés de toutes leurs redevances ici. C'est un argument qui peut attirer les investisseurs. Les entreprises sont exonérées d'impôts durant 5 ans après leur premier bénéfice. Comme de nombreux autres pays, la Zambie est en lice pour séduire les investisseurs. Mais les partenariats entre les États africains et ces grands groupes acteurs de la scène internationale sont très inégaux. Les gouvernements bénéficiaires sont les seuls à devoir expliciter en détail les changements de politique qu'ils vont opérer et qui leur sont bien sûr fortement suggérés par les groupes et les pays donateurs afin de créer un climat favorable à l'investissement pour le secteur privé. La Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire fait partie des grands projets qui fonctionnent sur ce principe. Fondée par les États du G8, elle a 10 pays africains pour partenaires et 230 entreprises. L'objectif de cette nouvelle alliance est de sortir 50 millions d'Africains du sud du Sahara de la misère. La Tanzanie fait également partie de la Nouvelle Alliance. Et le gouvernement prévoit, en partenariat avec des entreprises et des investisseurs, de brader de grandes parcelles situées dans une vaste zone qui traverse tout le pays, de moderniser l'agriculture, créer des emplois et améliorer l'infrastructure des transports. Il est question notamment de réactiver la ligne de chemin de fer. Jusqu'ici, le sud du pays n'est accessible qu'en avion. L'une des entreprises participantes, Olam, est l'un des plus grands groupes agroalimentaires de la planète. Elle gère une plantation de café à la périphérie de la ville de Songea. Olam perçoit des aides de la part de la Banque de développement néerlandaise et de la DEG. Son siège est à Singapour et elle produit et commercialise des aliments, des matières premières et des engrais. Le groupe a investi environ 2 millions d'euros dans un barrage, car la plantation est totalement tributaire de l'irrigation. Nous visons des rendements élevés. Pour atteindre durablement un rendement de 2 tonnes à 2 tonnes et demie en moyenne, nous avons besoin de beaucoup d'eau. Nous ne voulons pas prendre de risques en cas de variation météorologique. Nous voulons être sûrs à 95% de pouvoir arroser. La solution dans ce cas-là, c'est de stocker l'eau de pluie. C'est le seul moyen d'être sûr de pouvoir atteindre ces rendements. Olam emploie 400 ouvriers agricoles en moyenne et jusqu'à 900 en période de récolte. L'entreprise les paie l'équivalent de 2 € par jour, le salaire minimum ici. Comme le groupe voudrait vendre de plus grandes quantités de café, il a lancé un programme de sous-traitance avec des paysans sous contrat. Nous allons fournir 3 millions de plants de café à nos agriculteurs sous contrat, gratuitement. Nous en avons déjà distribué plus d'1 demi-million dans les villages. Nous croyons vraiment que les communes peuvent améliorer leurs conditions de vie ainsi. Et nous avons confiance dans les pratiques agricoles durables.
Les sociétés agroalimentaires avec qui nous collaborons travaillent pour moitié avec de petits exploitants. Mais nous en finançons aussi directement. Nous finançons par exemple un programme destiné aux petits producteurs via l'entreprise Olam en Tanzanie. C'est un programme consacré à la culture du café, mais aussi à la diversification des revenus avec une ouverture sur le secteur de l'apiculture. Améliorer les conditions de vie des petits producteurs. Intéressant. Mais l'agriculture contractuelle est controversée. Denis Mpagaze, de l'Association nationale des petits exploitants agricoles de Tanzanie, y est défavorable. Dans l'agriculture contractuelle, l'investisseur dit aux agriculteurs « Vous allez cultiver du café. Je vous offre des plants et une formation. En plus, je vous ferai crédit pour les engrais. » Et là, les villageois se disent « Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il veut qu'on produise du café. On va se nourrir de café ? C'est de nourriture qu'on a besoin. » Quelques petits paysans choisissent quand même de travailler sous contrat pour Olam et de consacrer une partie de leur terre à la culture du café, pour gagner un peu d'argent. Flavian Ninguniani est l'un d'eux. Olam lui a donné 1800 plants de café. Il n'a eu que le transport à payer. Désormais, Flavian ne peut plus cultiver ni maïs, ni manioc, ni haricots sur ce champ-là, mais il est content. Il place tous ses espoirs dans sa future récolte de café. Vous voyez, mes plants poussent bien, exactement comme l'entreprise l'espérait. C'est pour ça qu'Olam m'a donné une récompense. La culture du café est nouvelle pour les agriculteurs de la région. Mais elle a un gros inconvénient. Le café a besoin de beaucoup d'eau. Et seule la plantation possède un barrage et des canaux d'irrigation. Ici, les paysans ont donc dû creuser des puits traditionnels, à la main. Nous arrosons nos champs de café avec des seaux. C'est très fatigant. C'est pour ça que nous ne cultivons que de petites parcelles, même si nous avons de grands champs. Ce paysan pourrait faire un emprunt et s'offrir un générateur et une pompe comme son voisin pour faciliter l'arrosage. Mais les taux d'intérêt sont élevés et il doit déjà 80 € à Olam pour 4 sacs d'engrais. C'est beaucoup d'argent, l'équivalent de 40 jours de travail pour un ouvrier agricole. Alors, Flavian Ninguniani et ses collègues se sont regroupés. Ils vont acheter un générateur ensemble. Mais avec le café, il faut compter 4 ans pour faire sa première récolte. Et en attendant, nous ne savons pas encore combien notre café va nous rapporter. C'est l'entreprise qui fixe le tarif du café. Et avant ça, il faut qu'on signe un contrat. le fait que le contrat ne soit conclu qu'au moment de la récolte désavantage fortement les petits producteurs. Après avoir investi pendant 4 ans, ils portent donc la totalité du risque. Le groupe leur dit qu'il ne peut pas leur garantir le prix. Résultat, les petits exploitants supportent l'essentiel des investissements, comme l'irrigation. Le système de l'agriculture contractuelle est extrêmement risqué au final. Les petits producteurs restent sur leur terre, mais ils sont assujettis aux directives des entreprises. On leur dit quoi produire, à quelle période, comment. Et comme par hasard, ils doivent utiliser les produits vendus par ces mêmes entreprises. Comme par hasard. Alors ils perdent leur autonomie. Et une fois embarqués dans ce système, ils tombent très souvent dans la spirale de l'endettement. Ismaël Pili Aboubakari vit à proximité de la plantation de café. Il y a travaillé comme contremaître. Pendant 5 ans,
Ils gagnaient à peine 2 € par journée de travail. Ça correspond en effet au salaire minimum. Mais ils n'avaient pas de quoi nourrir ses 4 enfants avec ça. Et puis, ils n'étaient payés que quand la plantation avait besoin de main-d'œuvre. Ils m'ont plongé dans la misère. Si seulement je n'avais pas travaillé là-bas ces 5 dernières années. Je suis plus pauvre qu'avant. Je regrette d'avoir été journalier à la plantation. J'ai trimé 5 ans là-bas et je n'ai même pas une vraie maison. Vous voyez ça? Cette maison pour 5 ans de travail, je suis vraiment très pauvre. Ça fait très mal. Si j'avais su, je n'y serais pas resté 5 ans. Ce travail à la plantation, Ismaël Aboubakari en aurait encore besoin en vérité. Il lui faudrait gagner au moins 4 € par jour pour pouvoir nourrir sa famille. Mais Olam n'est pas prête à le payer autant. Ismaël ne se plaint pas uniquement de sa situation, c'est tout le village qui va mal depuis que la plantation existe. Avant, les gens avaient assez de terre à cultiver. Ce qu'ils faisaient pousser leur suffisait pour se nourrir. Ça allait bien pour eux. Depuis que la plantation est arrivée, ils n'ont plus assez de terre. L'entreprise à laquelle Olam a succédé avait acheté 400 hectares dans un premier temps. Quand elle a voulu en acquérir 1600 de plus, une partie du conseil villageois l'a accepté, mais sans l'accord des habitants. Beaucoup dénoncent une affaire de corruption. Godfrey Lupindou, par exemple. Avant, il exploitait près de 10 hectares ici et gagnait ainsi de quoi nourrir sa famille. Il produisait 200 sacs de maïs à l'époque. Aujourd'hui, il n'en récolte plus que 20. Comme beaucoup, il a reçu un jour un courrier de l'administration cantonale. J'ai reçu une lettre avec une échéance. Nous devions quitter les terres exploitées par notre famille. Que répond Olam à ces accusations? Non, il n'y avait pas de village ici. Nous avons acheté un terrain avec un titre de propriété, le terrain de Southern Farm. Nous n'avons pas acheté de terre appartenant à des villageois. Bon, vous avez raison. Il y avait bien quelques fermiers. On m'a dit que le vendeur du terrain les avait amenés à le quitter avant de nous le vendre. Pour Olam, l'affaire est réglée. Mais pas pour les villageois comme Godfrey Lupindou. Il a reçu 320 € de compensation, trop peu selon lui, pour racheter des terres. Avec ces 320 €, impossible d'acheter 10 hectares. Et pourtant, c'est la surface dont j'aurais besoin pour nourrir ma famille. Rien que pour déboiser, il faut compter 120 € par hectare. Un dédommagement nettement sous-évalué. Et bien d'autres sont dans son cas. Le représentant de l'organisation des petits producteurs est sur place. Il déplore que dans d'autres régions encore, l'expansion des grandes exploitations agricoles mette leur existence en péril. Les gros investisseurs débarquent ici, s'arrogent les terres des petits agriculteurs, qui au final n'ont plus de quoi cultiver ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Alors ils doivent s'engager comme travailleurs saisonniers sur les plantations des investisseurs. Mais l'argent qu'ils gagnent là-bas ne suffit pas pour faire vivre une famille. C'est le gouvernement tanzanien en premier lieu qui permet aux investisseurs d'agir ainsi en leur vendant de grandes parcelles fertiles. Et s'ils peuvent contourner ainsi les petits paysans, c'est parce que leurs terres ne sont pas inscrites au cadastre. Ça n'existe pas ici.
Chaque coopération avec de grands groupes agricoles ou alimentaires ne mène pas forcément à des conflits territoriaux. Mais dans le cadre de la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire, nous l'observons de plus en plus. Car ces accords de coopération prévoient des réformes politiques spécifiques qui permettent aux investisseurs de louer ou acheter en priorité de très grandes surfaces. Par conséquent, le risque que des petits producteurs soient spoliés de leurs terres et n'aient plus accès à l'eau et à d'autres choses indispensables est élevé. Pour Godfrey Lupindou, peu importe que ces terres aient été prises par Olam ou par l'entreprise d'avant. Il n'accepte tout simplement pas la situation. Je ne voudrais pas que mes enfants et mes descendants vivent comme des esclaves. Que ceux qui veulent travailler chez Olam le fassent. Mais on devrait avoir le choix et ne pas être obligé de travailler pour Olam. Toutefois, le soutien apporté aux entreprises via les fonds d'aide au développement n'aboutit pas nécessairement à l'éviction des petits producteurs. C'est ce que montre cet autre projet baptisé Develop. Develop avec 3 P pour Public-Private Partnership, partenariat public-privé. Ce programme du gouvernement allemand aide des PME désireuses de commercer avec des pays en voie de développement. L'entreprise allemande Ecoland Herbst, par exemple, qui a obtenu 100 000 €. Elle fait partie des 1500 entreprises financées, toutes avec de petites sommes du même ordre. Son directeur, Rudolf Bühler, est actuellement à Zanzibar. Un producteur d'épices lui fait visiter sa plantation. Sur 1 hectare à peine, il cultive des fruits et légumes pour sa consommation personnelle et des épices comme la noix de muscade, le poivre, la cannelle et la citronnelle. Rudolf Bühler travaille avec 25 producteurs d'épices à Zanzibar. Ridwan Ali est l'un d'eux. Il lui montre comment prélever la cannelle dans l'écorce de l'arbre, qui repousse après la récolte. Voilà la cannelle sans son écorce extérieure. C'est important de l'enlever car elle contient des substances amères. Et si nous l'exportons vers l'Allemagne, elle doit être de bonne qualité, c'est-à-dire débarrassée de cette écorce grise. Ensuite, on peut l'utiliser en pâtisserie, par exemple, après l'avoir réduite en poudre. Rudolf Bühler commercialise ses épices et les intègre dans la charcuterie qu'il produit avec un groupement de producteurs agricoles dans le sud de l'Allemagne. Mais les épices bio ne peuvent y être vendues qu'à condition d'être certifiées. Le chef d'entreprise a obtenu une aide de la DEG. Cet argent lui sert à former les agriculteurs de Zanzibar afin qu'ils puissent réaliser eux-mêmes la certification bio. Nous avons de tout dans notre catalogue et dans l'éventail de produits proposés par la DEG. Nous avons des entreprises qui soutiennent directement des petits producteurs, mais aussi des soutiens indirects via des entreprises agroalimentaires. Nous estimons par conséquent que notre mission politique d'aide au développement est remplie. Là encore, c'est l'entreprise allemande qui touche l'aide, et non les petits producteurs. Mais l'objectif du projet est différent. Il s'agit de rendre les agriculteurs de Zanzibar plus indépendants. Et dès lors qu'ils sont en mesure d'obtenir la certification bio eux-mêmes, ils peuvent en principe fournir d'autres clients. Le projet a également un volet écologique. 3 fois par an, un conseiller vient à Zanzibar et apporte aux producteurs d'épices des micro-organismes qui servent de base pour la fabrication d'un engrais naturel spécial. Dans l'agriculture écologique, on renonce aux engrais chimiques et aux pesticides, bien sûr, mais ce n'est pas tout. On veille aussi à renforcer les défenses naturelles des plantes.
à les stimuler, à la manière de l'homéopathie. Et au final, les fruits sont plus sains. Il y a une grosse demande de produits Déméter. C'est une chance de plus pour nos agriculteurs ici d'obtenir un prix correct pour leurs produits, en produisant les meilleures épices possibles. Ces producteurs ont toujours travaillé sans engrais chimiques ni pesticides, mais ces composts biodynamiques sont nouveaux pour eux. L'avantage, c'est qu'ils peuvent démarrer leur activité sans avoir de capital à investir au préalable. Ça fait une grosse différence. Je ne connaissais pas certains de ces engrais, mais mes nouveaux collègues m'en ont parlé. C'est un vrai progrès. L'agriculture biologique est meilleure et plus durable. Les autres méthodes de culture nécessitent des engrais chers, alors que pour faire de l'agriculture biologique, tout ce dont on a besoin, on l'a déjà sous la main. Le producteur monte dans l'arbre pour récolter ses noix de muscade. Elles ne doivent pas tomber à terre, sinon elles moisiraient. Avant de travailler avec Ecoland Herbs, les producteurs locaux vendaient leurs épices aux touristes essentiellement. Ce n'est plus le cas depuis que Rudolf Bühler a convenu avec eux d'un prix d'achat garanti. Avant de m'associer à ce projet, j'avais une récolte et des revenus très limités. Maintenant, je gagne le double et je peux vivre plus confortablement. Rudolf Bühler tient à ce que les agriculteurs fassent sécher leurs épices sur place pour qu'elles soient exportables. Les normes de qualité sont essentielles pour le stockage et la vente. Aujourd'hui, les producteurs d'épices lui livrent leurs poivres. On mesure son taux d'humidité. Celui-là n'est pas aussi sec qu'il le faudrait. On peut fermer un œil, mais il devrait être inférieur à 12. Quand leur poivre est assez sec, les petits producteurs peuvent en tirer l'équivalent de 9 € le kilo. Un bon prix. Juma Boss en a livré plus de 100 kilos aujourd'hui. Il repart avec 950 €. Nos enfants vont à l'école. C'est avec cet argent qu'on paie leurs frais de scolarité. On gagne plus en vendant nos produits ici. Alors on est heureux. À Zanzibar, il faut avoir de bons revenus pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Dans une société qui compte 30% d'analphabètes, c'est un énorme progrès. Si l'entreprise allemande peut leur assurer un meilleur tarif, c'est aussi grâce au ministère allemand du développement qui finance le projet pour moitié. Mais contrairement à beaucoup d'autres, celui-ci mise sur l'autonomie. Les producteurs d'épices restent indépendants et décident eux-mêmes de ce qu'ils cultivent, quand, comment et où. Il faut reconnaître que ces petits agriculteurs ont toujours pratiqué une agriculture très intelligente. Ils ont développé leurs ressources au fil des générations. Et ils cultivent des plantes qui se sont adaptées à ce climat. Ce qui ressemble à un jardin tombé en friche est en réalité un ingénieux système combinant plusieurs étages de culture. Au sol, la coriandre et la citronnelle. Sur les arbres, des plantes aromatiques comme le poivre et la vanille. Et tout en haut, les clous de girofle et les noix de muscade. Actuellement, la plupart des fermiers pratiquent l'agriculture biologique au niveau local. Ils utilisent des semences d'ici, du compost, du fumier, et ils appliquent des méthodes traditionnelles comme la rotation des cultures et les jachères.
On est futés, nous, les paysans bio de Zanzibar. On pense aux générations suivantes. C'est ça. On pense en termes de génération. On ne raisonne pas en termes de profit immédiat, mais de développement durable. Quoi qu'il en soit, Rudolf Bühler ne vient pas en bon samaritain à Zanzibar, mais en chef d'entreprise. Le programme Développe ne finance que des entreprises allemandes ou européennes qui font au moins 1 million d'euros de bénéfices par an et emploient 10 personnes au minimum. Mais ce système ne fonctionne que si les agriculteurs produisent pour l'exportation. Or, les producteurs d'épices de Zanzibar sont plutôt une exception. La grande majorité des exploitations agricoles produit pour le marché local et ne profitent donc pas de ce genre de projet. Au terme de cette enquête, qu'avons-nous appris? Que les partenariats publics-privés aident des entreprises européennes et multinationales à conquérir de nouveaux marchés avec les deniers publics. Les petits producteurs ne sont là qu'en tant que clients à conquérir. Ils sont acheteurs de semences, d'engrais chimiques et de pesticides, et fournisseurs de coton, café ou épices. Car soutenir le travail de la grande majorité des petits exploitants qui ne travaillent pas pour l'exportation ne générerait aucun profit. Pour certains, une autre approche s'impose. Pourquoi ne pas partir du fait que les principaux acteurs sont les petits paysans eux-mêmes et chercher à connaître leurs besoins réels pour mieux les aider? On a un bon exemple de solution alternative en Tanzanie centrale. Là-bas, les petits producteurs se sont regroupés en coopératives à l'aide de notre ONG, Mivata. Ils ont créé leur propre marché. Et au moment de la récolte, ils viennent y vendre leurs produits. Ils fixent eux-mêmes leurs prix et gagnent vraiment bien leur vie maintenant. Les petits paysans ont besoin d'avoir accès à la terre, à l'eau et au marché. Ainsi, ils peuvent même approvisionner des villes de plusieurs millions d'habitants. C'est toujours le cas en Afrique. Les très grandes villes sont encore nourries à 70% par la périphérie directe. Mais les petits paysans ont beaucoup de mal à vivre de leurs recettes actuellement. En se regroupant, ils peuvent négocier de meilleurs prix. Et avec un peu d'aide, se construire des hangars où entreposer le riz, le maïs ou d'autres céréales. Ainsi, ils ne sont pas obligés de vendre leurs produits au premier venu au moment de la récolte. Tout cela les aide bien plus à améliorer leurs revenus et donc à nourrir leur famille que de gros investissements dans d'énormes exploitations agro-industrielles. Tous ces partenariats devraient regarder ce qui se fait déjà. Chercher à savoir ce dont les agriculteurs locaux ont vraiment besoin pour améliorer la production et la commercialisation de leurs produits. Et ils devraient y intégrer ce qui existe déjà sur place et bâtir sur ces fondations-là. Les PPP ont tendance à imposer les décisions d'en haut. Par exemple, ils misent sur une agriculture ultra mécanisée qui ne fonctionne qu'avec des semences et des engrais brevetés. Le système alimentaire est dominé par les grands groupes et les grandes puissances commerciales. Ils ont le pouvoir, parce que ce sont eux qui établissent les règles et qui gèrent tout ça. Le jeu est faussé pour favoriser les entreprises, et ils désavantagent les petits paysans qui pourtant nourrissent le monde. Les petits producteurs nourrissent les 3/4 de l'humanité. Et dans le même temps, 2/3 de ceux qui ne mangent pas à leur faim dans le monde sont des paysans sans terre. La famine arrive généralement en fin de saison, quand l'ancienne récolte est épuisée et que la nouvelle n'est pas encore rentrée. Les solutions, comme la création de coopératives, ont été négligées ces dernières années, y compris par les structures publiques d'aide au développement.
Ils prétendent améliorer la sécurité alimentaire, mais ne s'intéressent qu'aux monocultures. Ils financent juste quelques filières comme le riz, le maïs ou la canne à sucre, qui sont destinées à la vente. Ce n'est pas un moyen d'assurer la sécurité alimentaire. Et la biodiversité en pâtit. En un siècle, 75% des variétés cultivées ont disparu du fait de cette politique agricole centrée uniquement sur un nombre restreint de cultures. À cela s'ajoute le fait que les bénéfices des grandes plantations filent généralement à l'étranger, raflant les terres et l'eau des petits producteurs au passage. Quant aux emplois promis, souvent il s'agit uniquement de petits boulots mal payés. Si vraiment les banques de développement européennes et les organisations multinationales veulent résoudre le problème de la pauvreté, ce sont les pauvres qu'il faut interroger d'abord. Et ce n'est pas difficile. Ils sont organisés maintenant. C'est là qu'il faut venir mettre votre argent. Tout axé sur les petits paysans. Voilà la mission essentielle pour se rapprocher du but que la communauté internationale s'est fixé, enrayer la faim et la famine d'ici 2030. Mais les chances d'atteindre cet objectif sont bien maigres si, sous la pression des banques et des grandes multinationales, les aides au développement vont de plus en plus aux entreprises agroalimentaires et aux grosses exploitations.